Bon, bah top, let's go. Salut Allez. Sébastien. Salut Joseph. Hyper content de te recevoir sur une thématique qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, qui est le branding. Ouais, Donc moi, ça m'intéresse sujet. vachement parce que j'y connais pas grand-chose, voire rien. Ouais. Donc on va pouvoir découvrir ça ensemble. Et puis l'objectif, comme d'hab, c'est donner des tips un peu activables pour les marques qui nous écoutent, les marchands qui nous écoutent. Bien sûr. Donc avant ça, peut-être si tu veux, avant d'attaquer, tu peux peut-être te présenter, nous raconter un petit peu Acrolab, ce que vous y faites. Ouais, je peux même revenir un peu sur mon parcours. Moi, je suis designer de formation. Je suis monté à Paris finir mes études en 2000. C'est là que j'ai rencontré donc à l'école Édouard, avec qui j'ai fondé Acrolab à la sortie de l'école. L'idée à ce moment-là, c'était on avait un pseudo-rêve de devenir un peu les meilleurs designers du monde. Et puis, je pense qu'on s'est vite rendu compte que c'était pas nos réelles aspirations, qu'il y avait un volet stratégique qui nous intéressait. Et donc, on est encore là 17 ans après, donc je pense qu'on ne s'est pas planté sur ce choix-là, en tout cas. Et donc, aujourd'hui, Acrolab, c'est une agence de branding. On aide les entreprises à définir et construire leur stratégie de marque et derrière à la déployer sur leurs différents outils de communication et sur les différents points de contact qu'ils ont avec leur audience. Trop bien. Globalement, Et vous faites ça depuis combien de temps On fait ça, en fait, dans l'histoire d'Acrolab, on a eu un peu de deux phases. Une première phase qui était, on avait une configuration beaucoup plus studio, donc très très design. On bossait pendant une dizaine d'années, on a bossé avec la grande majorité des grosses agences parisiennes, vraiment en binôme créa, donc Édouard et moi. On était un peu une team créa externalisée pour les agences. Donc on a bossé sur des sujets pub, marketing, beaucoup de publicité quand même. Et à côté de ça, pour se faire kiffer, on avait quand même pas mal de clients et de projets dans la culture. Donc on a bossé beaucoup dans la musique, on a fait des affiches de festivals, des covers d'albums, etc. Ah oui, ok. Et en fait, le vrai tournant, le moment où la stratégie a pris un peu le dessus, c'est le moment où on rencontre Joachim, qui est aujourd'hui notre troisième associé, qui lui est arrivé avec un background beaucoup plus digital, beaucoup plus strat, plus technique. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision pas de quitter le design complètement, parce que ça fait toujours partie de notre ADN, mais en tout cas de devenir une agence, d'intégrer une dimension un peu plus conseil. Et de valoriser notre culture, notre expertise et d'essayer d'apporter ça aux entreprises et aux marques avec lesquelles on bosse. Trop bien. Et donc, pour commencer, la première question que j'aurais pour toi, c'est peut-être déjà de définir le branding, qui est une notion assez vague au final, je pense, dans l'esprit de pas mal de monde. Ouais. Ce serait quoi, toi, ta définition du branding ? Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à le confondre avec le marketing. Pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Quand on travaille sur le branding, on va plutôt s'attacher au pourquoi, au quoi de la marque ou de l'entreprise. Là où sur le marketing, on est beaucoup plus tactique et on va plutôt s'attacher au comment. Donc la première définition que je donnerais, c'est plutôt celle-là. Et du coup, sur le branding, on va plutôt travailler sur une dimension de temps long. Nous, en tout cas, on le définit comme ça. Là où sur les actions marketing, c'est toujours du temps très très court sur lesquels on va chercher des résultats assez rapides, des actions à mettre en place très très rapides qui sont beaucoup plus tactiques. Donc là, le branding, c'est beaucoup plus stratégique, c'est du temps long. Avec nos clients, on leur demande de se projeter réellement, de se dire ok, qu'est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on va. Et donc le branding, c'est ça, c'est de manière peut-être un peu plus palpable, on va vraiment chercher qu'est-ce que les gens vont ressentir et vont percevoir de la marque, plus que l'intérêt qu'ils vont trouver en réponse à une strat marketing ou des actions marketing. Ok, je vois un peu plus clair. Et il y a plusieurs composantes du coup que tu as commencé à rapidement évoquer dans ta définition du branding. Tu vois, j'ai en tête, tu as évoqué la raison d'être, le why, les valeurs, la mission. C'est quoi un peu toutes les composantes finalement d'une stratégie de branding ? Il y en a deux grandes, évidentes. La première, qu'on appelle de manière un peu vulgaire la plateforme de marque, qui est un peu la définition simple de ce qu'on va mettre dans sa stratégie de marque, et plutôt sur la partie ADN, sur encore une fois le pourquoi et le quoi. Donc effectivement, dans la plateforme de marque, on va travailler
Sur la raison d'être des fondateurs, ça, tout le monde ne le fait pas, mais nous, on s'y attache beaucoup. Il y a vraiment une dimension humaine, de toute manière, dans le fait de travailler sur sa brand. Et donc, on va travailler sur la raison d'être des fondateurs, de pourquoi ils ont créé cette marque-là. Et puis derrière, sur la vision de la marque, la mission, les valeurs fondamentales, quelles sont les valeurs qu'on met dans nos actions au quotidien. Et puis derrière, il y a tout un volet de positionnement, de bien comprendre, bien entendu, son audience, à qui on s'adresse, qui est sa cible privilégiée, etc. Et puis comment on va positionner la marque dans le marché, dans son marché, et qu'est-ce qui fait la différence. La finalité de la plateforme de marque, c'est d'être capable de constituer ce qu'on appelle, nous, la boussole de marque. Okay. Et dans ta boussole de marque, tu dois avoir à la fin, de manière assez claire, formalisée et synthétisée, ta vision, ta mission, tes valeurs fondamentales, ta promesse et ta différence. Et ça, c'est ce qui va constituer un peu l'ADN de ta marque. Donc, encore une fois, le quoi et le pourquoi et le quoi, pardon. Et une fois que tu as ça, tu peux basculer, et je sais que tu voudras l'aborder après, mais sur les éléments un peu plus émotionnels, c'est-à-dire vraiment ce que les gens vont percevoir et ressentir de la marque, qui sont l'identité visuelle et l'identité verbale. Okay. Et donc, à partir de là, tu as constitué ta stratégie de marque qui n'est absolument pas figée. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est un travail, c'est un investissement, encore une fois, que tu fais sur le long terme. Mais il ne faut pas croire que c'est un travail qui est totalement figé dans le marbre et qu'une fois qu'on a terminé, c'est bon, je l'ai fait, merci, au revoir. Quoi. Ouais, j'imagine, c'est un truc ça se travaille, ça se nourrit, ça continue à se construire et à s'enrichir. Ouais, ça évolue avec son temps et puis avec le marché aussi, les consommateurs. Tout à fait. Et tu as parlé justement de la partie un peu identité de marque. Comment toi tu t'aides de manière concrète, comment tu définis en fait ton identité de marque au départ? On aime bien dire que c'est un peu de la psychologie, de manière très méthodologique. Quand on travaille sur une plateforme de marque, donc sur tout le volet stratégique de fond et pas la forme, on travaille beaucoup avec des ateliers de travail dans lesquels on met en place des interviews, des exercices, on donne aussi un peu de devoirs, etc. C'est un travail qui va durer plusieurs semaines, qui peut être assez long, qui est difficile d'ailleurs à mesurer en termes de temps d'un projet à l'autre. Tu peux avoir des timings de projets qui sont complètement différents en fonction de la complexité du sujet, du fond à aller chercher. Mais ça se fait globalement. Nous, on dit toujours que c'est vraiment de la co-création. Moi, je suis vraiment là. Mon rôle à moi dans un travail comme ça, il y en a deux. C'est que je suis là pour cristalliser, formaliser ce que la fondatrice ou le fondateur de la marque ou les responsables de la marque ont envie de transmettre. Et puis, on est souvent, on le répète beaucoup, mais on est souvent là pour lever des doutes, en fait. Nous, on se rend compte, en tout cas avec notre typologie de clients à nous, on se retrouve souvent face à des gens qui sont pleins de doutes, qui ont fait des choix, qui se demandent si c'est les bons, est-ce qu'ils les ont fait dans le bon sens, est-ce qu'il manque des briques dans la construction de cette stratégie de marque. Et donc on est là pour un peu tout rebalayer, tout remettre en place. Donc c'est pour ça que je dis c'est un peu de la psycho, parce que on va aller chercher en profondeur quel est vraiment l'ADN, en fait, le pourquoi de la marque existe. Et c'est ça qui va permettre de trouver l'unicité et ce qui fait vraiment la différence. Parce que chaque marque est unique et on prend aussi souvent la représentation, c'est un dessin que je partage souvent, mais la marque, elle est vraiment comme une personne. Donc tu peux te projeter et imaginer un personnage face à un paysage, tu vois, avec un chemin sinueux vers des montagnes. Et en fait, on prend souvent cette représentation pour comprendre en fait à quel point les gens vont percevoir la marque comme une personne. Et donc on dit de manière un peu bête, tu vois, que ce personnage, il a devant lui un paysage avec un objectif au loin qui peut être sa vision, et puis le chemin à parcourir, c'est sa mission, et puis il va porter dans son cœur les valeurs de la marque, et il est ancré au sol par la personnalité de la marque, tu vois, c'est ce qui le rattache au monde qui l'entoure, etc. Ok, donc c'était un peu ma question sur justement comment tu peux définir ça, donc toi, pour un peu guider justement les fondateurs, les responsables marketing qui bossent sur du branding. Tu vas justement comparer ça donc à une personne. Et est-ce que, donc tu disais, tu vas imaginer en gros la personne dans un environnement.
Donc, j'imagine que ça peut différencier si par exemple le fondateur il imagine son personnage, je sais pas, dans une villa ou dans un bar ou en pleine nature. Ouais, Est-ce que ça, du coup, ça donne des indications un peu sur le genre de marque que la personne a envie de construire? C'est un peu ça, si j'ai bien compris. ouais, l'environnement et puis les gens qui vont, en fait, ton audience ou ta cible, c'est un peu les gens que tu vas rencontrer. C'est pour ça, enfin, tu vois, c'est un peu la marque, c'est un peu cette personne qui arrive dans une soirée, personne ne la connaît. Et en fait, ben, l'image que tu vas envoyer ou ce que tu vas raconter aux premières personnes que tu vas rencontrer, les gens vont se faire une idée très rapide de qui tu es. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un dans une soirée, tu vas, dès les premiers échanges, te faire une première idée de qui est cette personne. La marque, c'est pareil, en fait. Tu as un temps très, très court pour capter l'attention. Et le branding, ça sert à ça. Ça sert à s'assurer, en fait, que tu vas transmettre tout de suite la bonne image, les bonnes informations, tu vois, le bon message. Voilà. Et après, donc, tu disais justement que les marques devaient être distinctes et être un peu uniques. C'est l'objectif pour pas ressembler trop aux autres. Ça serait quoi un peu tes conseils ou ton approche pour éviter, quand une marque veut bosser sur son branding, que ça soit une copie ou tu vois, que ça ressemble trop à une autre marque? C'est pour ça qu'en introduction, c'était bien que tu poses la question, de bien comprendre cette différence entre la stratégie et la tactique. En fait, nous, on voit, donc on essaye d'éduquer au maximum à ça, parce que pour aller chercher de l'authenticité, pour aller chercher de l'unicité, on a besoin de se détacher complètement du volet tactique. Donc quand on travaille sur l'ADN de la marque, on va chercher vraiment de la pure authenticité, de la véracité. Et c'est pour ça, encore une fois, je dis que ça touche à la psychologie, parce qu'on va creuser, en fait. On va creuser, parce que de prime abord, il y a souvent, pas toujours, mais un peu ce volet tactique qui reprend le dessus. Tu vois, il faut mieux que je dise ça parce que ça va mieux toucher telle ou telle personne et ça, c'est un peu plus ce que j'ai envie de dire. Ou alors, tu as la déviance de, je sais pas, tu vois, je suis une marque cosmétique et j'ai un gros concurrent à côté de moi. Et en fait, je vais te dire que mes valeurs, c'est ça parce que j'ai envie de me différencier de cette marque-là qui a ces valeurs-là. En fait, c'est une connerie. Dis-moi clairement quelles sont tes valeurs. Voilà, explique-moi comment tu travailles au quotidien, comment tu les portes auprès de tes collaborateurs, etc. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, encore une fois, comme n'importe quel être humain, une marque est forcément unique à partir du moment où elle est authentique et fidèle à elle-même. Ok, donc en fait, pour être différent, il faut pas forcément chercher à l'être, quoi. Exactement. Il faut chercher en fait à être soi-même et exactement. En tout cas, ne pas mettre de tactique là-dedans. Il faut jouer, il faut juste être soi-même. Pas être biaisé par mais mon concurrent, lui, dit ça aussi, du coup. Tu parlais un petit peu justement de différentes erreurs que les marques pouvaient faire. Ça m'intéresse de comprendre un peu, tu vois, pour les marques qui nous écoutent, peut-être qu'elles vont déjà se reconnaître dans ce qu'on a déjà dit, mais aussi, est-ce que tu as des signaux faibles un peu qui peuvent t'indiquer qu'une marque a foiré son branding, en gros? Ça, c'est une grande question. De savoir, tu vois, si un branding est bon ou mauvais, s'il est foiré ou pas. En fait, c'est hyper dur de juger ça, parce que je pense que ça se juge sur du temps long, encore une fois, parce que c'est après un certain nombre d'années d'actions qui sont menées, etc. Tu te rends compte si la marque l'a fait avec beaucoup de cohérence et surtout l'empreinte qu'elle a laissée dans l'esprit de son public. Très clairement, tu vois, on a tous des marques en tête. Je peux te citer des marques et je ferai exprès, tu vois, de ne pas citer des DNVB ou des choses comme ça, parce que pour moi, elles sont trop jeunes pour se rendre compte aujourd'hui si elles ont fait un bon travail là-dessus. Mais tu vois, tu prends des marques, je sais pas, Harley-Davidson, Volvo, Apple, parce que c'est toujours une référence. Je pense que tu mets 10 personnes autour de la table, tu leur demandes à ces 10 personnes de dire ce qu'elles ressentent et ce qu'elles perçoivent de ces marques-là. Je pense qu'il y a 9 personnes sur 10 qui vont te répondre la même chose. Et donc, c'est à partir de là que tu dis, OK, ils ont fait le taf, ils ont réussi, quoi. Et donc, c'est pas évident En tout cas, sur une marque jeune, tu vois, si on prend... je sais pas, des rebrandings qui ont fait du bruit ces derniers temps, comme Deezer, par exemple, qui a fait un super rebranding. Je te dirais que le rebranding est réussi sur la partie design. Ils ont fait un truc magnifique, vraiment unique, qui est très, très bien travaillé. L'agence a super bien bossé. Après, te dire si ce que je perçois de la marque aujourd'hui, c'est réellement ce qu'elle a envie que je perçoive, c'est difficile à dire. Et je serai capable de le dire à partir du moment où, dans quelques mois, quelques années, j'en sais rien, en échangeant avec plein de personnes autour de moi, si je me rends compte
qu'on a tous la même perception et la même vision de cette marque-là, c'est qu'elle aura réussi, tu vois. Et puis après, oui, de toute manière, c'est toujours corrélé. On n'élimine pas complètement le marketing parce que tu bosses sur la strat et puis derrière, tu as les actions marketing qui vont venir aussi confirmer ça. Et tu peux juger de la cohérence. Tu me demandais l'erreur que font souvent les marques. Je pense que la première erreur, c'est déjà ça. En fait, à partir du moment, si tu ne sais pas qui tu es, où est-ce que tu vas, donc si tu n'as pas travaillé ces éléments de stratégie de marque au départ, ça va se ressentir forcément dans ta strat marketing derrière sur tes différents points de contact, que ce soit ton site e-commerce, tes emails, tes réseaux sociaux, etc. Tu vas avoir tout de suite le manque de cohérence. Et on voit énormément de marques où, en fait, qui font un super taf, par exemple, sur le social media, et puis tu arrives sur leur site derrière, il y a un effet un peu déceptif où tu ne retrouves pas forcément la prolongation de cette expérience, où tu vas recevoir un mail parce que tu t'es inscrit à la newsletter, et puis d'un coup, tu as le ton de voix, ou tu vois, l'identité verbale qui est complètement différente, où tu ne retrouves pas forcément la même qualité. Donc déjà, je pense que la base du truc, et on le voit sur les marques qui marchent aujourd'hui, sur des pure players, ou même en tout cas des marques D2C ou des DNVB, c'est déjà cette cohérence. Déjà de mettre cette cohérence globale. Après, c'est dur, hein, c'est beaucoup de travail, mais le travail qu'on fait, nous, sur le branding, c'est le socle, en fait, de tout ça. Et c'est ce qui te permet, tu vois, tout à l'heure, je disais, lever les doutes, et c'est aussi te donner un guideline, c'est-à-dire une route à suivre qui est très très claire. Nous, c'est ça notre objectif. Ok, hyper clair. Et justement, tu parlais des marques que tout le monde connaît finalement, et qui t'évoquent tout de suite quelque chose de très fort quand tu penses à des Apple, des Nike, des marques comme ça. C'est quoi un peu les facteurs similaires, tu vois, dans chacune de ces marques qui font que tout de suite, en fait, ça reste c'est un ADN qui est très très propre en fait à eux. Donc, tu vas sûrement répondre l'authenticité, comme tu l'as dit au départ. Mais tu vois, de manière assez terre à terre, c'est quoi un peu les éléments, sans forcément parler que du branding, mais là plutôt peut-être sur le design, le marketing et tout ça, qui permettent vraiment à des marques d'être 100% uniques en fait en leur genre. Effectivement, il y a l'authenticité, ça c'est clair. Aujourd'hui, les pistes peuvent être un peu brouillées parce qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, tu as forcément une notion d'incarnation aussi qui est arrivée, qui bouleverse un peu de personal branding, etc., qui bouleverse un peu les codes. Mais si on reprend ces marques-là, alors de toute manière, tu vois, les marques que j'ai citées, que ce soit Apple, effectivement Nike ou Harley Davidson et tout, Patagonia, tu vois, si on prend une marque un poil plus récente, mais tu as des fondateurs qui sont forts. Enfin, tu as toujours une figure de proue. Qu'elle soit très présente ou pas présente, mais en tout cas, tu vois bien que la marque est le reflet parfait de ses fondateurs. Et ça, c'est indéniable. Je pense que c'est la recette de base. Et encore une fois, ça a fait écho à ce que je te dis sur l'authenticité, le fait que ce soit totalement fidèle à ses fondateurs. On peut pas c'est difficile de tricher. En tout cas, si tu veux construire une marque pérenne qui va durer dans le temps, à laquelle les gens vont s'attacher, je pense que tu peux pas tricher, les gens sont pas dupes. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que je dis la tactique, c'est bien, parce que les éléments tactiques, ils sont indissociables du branding. C'est ce qui va te permettre d'aller toucher les bonnes personnes. Et la façon dont tu les touches, le message ou la vision que tu vas apporter, tu peux pas tricher. Ouais. C'est peut-être ça aussi une des évolutions du branding par rapport à avant, c'est que maintenant, comme tu as beaucoup plus de canaux finalement, tu parlais des réseaux sociaux, au final, c'est peut-être encore même plus dur qu'avant de garder une cohérence entre tout ça, quoi. C'est un bourbier. Nous, on avait schématisé dans un pitch qu'on fait pour présenter ce qu'est le branding à nos clients. On l'a fait aussi dans des startups et des incubateurs et tout. On a schématisé un peu ce qu'étaient les points de contact il y a 30 ans et les points de contact aujourd'hui. Et c'est un bourbier. C'est hyper compliqué. Enfin, c'est clair qu'on le dit toujours. Hein, tu vois, les marques avec lesquelles on bosse, on leur dit vous arrivez à une période qui est hyper intéressante parce que vous avez des outils, mais la démultiplication des outils vous complexifie vachement le travail aussi. Après, tu peux émerger beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Enfin, facilement, je sais pas, mais en tout cas plus rapidement. Mais c'est compliqué, aller chercher cette cohérence quand avant tu travaillais sur 5-6 points de contact et qu'aujourd'hui tu en as une vingtaine, c'est plus le même travail. Ouais, c'est ça, ouais. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet assez ambitieux sur lequel vous avez bossé avec Acrolab sur du rebranding ?
Ouais, tous les projets sont ambitieux. À partir du moment, ouais, tu vois, dans cette optique où tu vas chercher vraiment en profondeur à trouver ce qui va rendre la marque unique, ce qui va la différencier, ce qui va faire que les gens vont adhérer, ou en tout cas vont se reconnaître, parce que c'est plutôt ça le sujet, vont se reconnaître dans les valeurs de la marque, etc. Tu n'as pas envie de te planter. Encore une fois, tu poses des fondations pour un temps long et pour plusieurs années. Donc, nous, on prend ces projets. Tous les projets sont ambitieux. Pour preuve, c'est qu'on travaille sur peu de projets en branding. Alors, Acrolab, on est une petite agence. C'est moi qui accompagne les marques sur ces sujets-là. Mais tu vois, moi, je me refuse à travailler sur 2 sujets en même temps. Parce que tu as besoin de te mettre vraiment en immersion, de bien comprendre, etc. Tous les projets sont ambitieux. Là, on sort d'un projet qui a été particulièrement ambitieux parce que, non pas par la taille de la marque, parce que c'est une jolie marque, hein, c'est une marque de thé parisienne, mais très ambitieuse parce que l'idée, la philosophie derrière la création de la marque, du point de vue des fondateurs, est très poussée, voire philosophique. Donc là, tu vois, on était très très loin des leviers tactiques, etc. Il y avait quelque chose de voilà, des gens qui sont extrêmement cultivés. Et donc c'est aussi ça moi qui me fait kiffer et que j'adore dans ce métier-là, c'est que en fait tu t'adaptes vachement aux gens que tu as en face et il faut te mettre au niveau sur différents sujets. Ouais. Donc là, tu vois, sur ce projet-là, il a fallu que je lise des bouquins, que je me plonge un petit peu. Alors déjà dans l'univers du thé que je connaissais pas forcément parce que je suis plus café, donc tu as aussi ça, hein, de bien comprendre le produit, de comprendre à quoi il sert, à qui il s'adresse, pourquoi, en quoi il est différent. Donc tu as toute la dimension produit qu'on exclut parfois à tort du sujet branding. Hein. Le produit est toujours au cœur, hein, de toute manière, du sujet, c'est la mission. Mais ouais, donc tu as des projets comme ça où il faut vraiment se plonger déjà dans l'univers produit et puis derrière dans l'univers, la culture des fondateurs et être capable d'avoir un peu de répondants, de leur apporter aussi, d'enrichir cette culture-là aussi, donc d'aller faire des recherches. Et donc tous les projets, ouais, il y a tu vois, ce projet de thé là avec quelque chose de très philosophique autour du bien-être, du temps pour soi, etc., qui était un projet hyper intéressant. Et puis après, tu as des projets avec une dimension un peu plus commerciale. On a les lignes sur Tech Mila, par exemple, qui était un projet hyper ambitieux parce que ils arrivent dans un environnement très fortement concurrentiel déjà, et qui a une dette de confiance qui est très très lourde. L'assurance, c'est compliqué. Et ils arrivent dans cet univers-là avec la volonté de révolutionner, en tout cas de bouleverser le monde de l'assurance. Donc là, c'est pareil, tu vas te creuser, c'est différent de la marque de thé, mais tu vas là t'attacher plus à te tourner vers les consommateurs, vers leurs clients, essayer de comprendre quelle est la relation qu'ils ont avec l'assurance, pourquoi ça pêche à certains endroits, qu'est-ce qui manque concrètement, tu vois, quelle est la pièce du puzzle qui peut manquer pour rétablir cette dimension de confiance. Donc voilà, chaque projet est ambitieux et différent. Franchement, j'ai pas eu... j'ai jamais eu 2 projets similaires parce qu'il est constitué à chaque fois d'un environnement différent, d'une cible différente, de valeurs différentes, de fondateurs, fondatrices différentes. C'est chaque projet complètement ambitieux en fait. Enfin, tu es obligé de mettre de l'ambition dans tous les projets quoi qu'il arrive. C'est clair, c'est un bon mindset, je trouve. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la dimension émotionnelle du branding. De quelle manière ça se traduit justement? Donc là, on est peut-être un peu plus sur, comme tu disais, traduire la stratégie de branding et de l'authenticité en un plan, une tactique marketing pour faire ressortir de manière cohérente sur tous les canaux c'est cet aspect-là et créer un lien émotionnel parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on achète via une émotion et c'est après qu'on va se rassurer de manière plus rationnelle. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, j'imagine. Comment, du coup, toi, t'intègres cette dimension-là qui, aujourd'hui, je pense, est hyper importante, peut-être encore plus qu'avant. Où avant, tu achetais des fonctionnalités, tu achetais parce que tu avais besoin d'un truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin de tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, mais ça te fait kiffer, donc tu vas l'acheter.
Je suis curieux de voir un peu ta vision des choses là-dessus. Ouais, et puis t'as énormément, enfin t'as du choix, quoi. T'as beaucoup, Ouais, beaucoup de ouais. choix. Ouais, la dimension émotionnelle, c'est le sujet un peu à la mode en ce moment, on voit partout, connexion émotionnelle, etc. Mais c'est vrai, enfin, c'est très très vrai. En fait, encore une fois que tu as défini qui tu es, ça te permet de savoir à qui tu vas t'adresser. C'est-à-dire, en gros, auprès de qui ton message, ta vision, ta mission ou tes valeurs vont résonner. C'est pour ça que ce travail en amont, il est hyper important, parce que si tu sais pas qui tu es, tu vas avoir du mal à comprendre auprès de qui ça va résonner. Donc Ouais. une fois que tu as défini qui tu es et le message, la vision que tu portes, tu vas définir auprès de qui ça va résonner. Et donc c'est à partir de là, effectivement, qu'il y a une dimension un peu plus tactique qui va rentrer en jeu pour savoir où est-ce que tu vas toucher ces personnes-là, de quelle manière, etc. Bien entendu, alors, la connexion émotionnelle, elle se fait sur ce que les gens vont percevoir et vont voir de la marque. Donc là, on parle vraiment de l'identité visuelle et verbale. Ton identité visuelle, bien entendu, c'est ton logo, ton territoire d'expression, etc. Visuel, donc ta charte graphique, de la façon dont s'exprime la marque de façon visuelle. Et puis, l'identité verbale, c'est ton ton de voix, la façon dont tu t'adresses à ta cible, les mots que tu vas choisir, donc c'est très sémantique, etc. Ouais. Et effectivement, c'est ça qui va créer une résonance émotionnelle. Après, la connexion émotionnelle, elle est beaucoup plus complexe que ça parce que tu peux avoir des marques qui vont avoir une connexion émotionnelle qui va toucher aux souvenirs, tu vois, à des points comme ça. Parce que j'en sais rien, tu Genre, vas. bonne maman. Exactement, Ouais. quand ils font le truc avec leurs produits personnalisés. Donc, ça, là, ils utilisent des codes un peu tactiques pour générer de l'émotion. Donc, Ouais. ça, effectivement, tu peux faire de la tactique autour de ça. Et puis après, tu as des marques émotionnelles parce que. Enfin, qui vont avec qui tu vas avoir une connexion émotionnelle parce que, j'en sais rien, par exemple, la première paire de baskets que tu as rêvé d'avoir et que tes parents t'ont offert. Tu vois, on a grandi, on est une génération de la sneakers, de la Ouais, carrément. basket. Je pense qu'on a tous eu à un moment donné, enfin pas tous, mais beaucoup de gens, à l'école primaire, le rêve d'avoir ta première paire de, je sais pas, de Air Max, de Jordan, d'Adidas ou de je sais pas quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui reste. C'est qu'aujourd'hui, on le voit, hein, de toute manière, quand tu demandes aux gens de te citer une marque de basket, c'est dans la majorité des cas, c'est très souvent la première paire qu'ils ont eue, en tout cas la première paire qu'ils ont désirée et qu'ils ont rêvé d'avoir. Donc tu vois, la connexion émotionnelle, elle est là. Donc ça se maîtrise pas toujours. Le branding, le marketing, c'est des outils qui vont te permettre de la générer, de t'assurer de pouvoir le faire. Après, oui, tu as des aspects tactiques, comme tu disais, bonne maman, ou tu as des marques qui vont jouer sur des codes. On en a vu pas mal émerger ces dernières années. Je sais pas, et moi, Malchit Cabana, toutes ces marques qu'on considère un peu, ou Cézanne, qui sont des love brands, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais qui en tout cas, ont dans leur tactique de communication toujours essayé de trouver le bon mot, le bon message, la bonne accroche, le bon produit qui va permettre de générer un peu d'émotion. Ok. Et justement, donc c'est intéressant de tirer un peu le fil de l'émotion jusqu'à la fidélisation. Tu parlais du souvenir. Ouais. Comment justement, donc, j'imagine que plus dès le départ tu fais un impact fort, tu crées une émotion et ton authenticité ressort tellement que du coup tu arrives à rester marqué dans l'esprit des gens qui le voient. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui permettent de fidéliser vraiment à travers ce lien que tu as pu créer au départ, qui peuvent être employés par des marques aujourd'hui? Ouais, je pense, je résumerai ça en ne jamais décevoir. Je Ok. pense que tu as vraiment ce truc de, effectivement, tu captes l'attention au départ, tu crées une connexion derrière. C'est-à-dire, une fois que tu as capté l'attention, tu crées la connexion. Alors attention, hein, c'est un travail, ça aussi, on a tendance à penser aujourd'hui avec des leviers d'activation, d'acquisition, etc., qu'on peut faire ça facilement. On a tendance à oublier que pour convertir un prospect en client, en moyenne, il faut 6 à 7 points de contact. Ouais. Donc c'est énorme en fait. Tu vois, on croit souvent quand on bosse sur de l'acquise, etc., que ouais, vas-y, je vais lancer des ads et puis je vais convertir tout de suite. Bah non, en fait, ton coût d'acquise, il est très élevé parce qu'il faut du temps en fait. Il faut que le prospect, il est déjà que tu aies capté l'attention au départ et ensuite de créer cette connexion, c'est-à-dire à la fois
sur le produit ou sur la marque ou sur tes valeurs, ta vision, etc. Ça prend un peu de temps. Donc, une fois que tu as capté l'attention, tu as créé cette connexion, ensuite tu arrives à convertir. En tout cas, c'est l'objectif. C'est d'ailleurs souvent, tu vois, on parlait d'e-commerce tout à l'heure, c'est nous, de notre point de vue, c'est souvent le défaut des marques, c'est qu'ils considèrent l'e-commerce comme un outil et ils oublient de mettre un peu de la marque là-dedans parce qu'en fait, dans ta stratégie d'acquisition, l'e-commerce, en tout cas sur le digital, si on parle vraiment que de digital, là pour simplifier le truc, mais c'est un peu, on pourrait tout manière dire de la boutique physique, c'est la destination finale. C'est au début, tu pars du premier point de contact et ton objectif, c'est d'emmener ton prospect jusqu'à ta boutique pour qu'il achète et donc le convertir derrière. Et donc dans toute cette expérience-là, il faut que la marque elle soit présente, il faut que tu constitues et que tu renforces cette connexion. Et c'est hyper important. Et une fois que tu as réussi à le convertir, il faut que cette expérience, tu continues à la prolonger et que l'utilisateur soit jamais déçu. C'est-à-dire à partir du moment où tu l'as convaincu que ton produit était le bon, qu'il va lui apporter telle ou telle valeur ou qu'il va lui apporter le fait de se sentir mieux pour telle ou telle raison, à partir de là, c'est bien. Tu as réussi à lui vendre du rêve et faire en sorte qu'il ait envie d'acheter. Mais derrière, il faut ne pas le décevoir. Je pense que la première des choses, c'est de se dire, OK, comment je fais pour ne pas le décevoir ? Le premier truc, c'est la cohérence. Encore une fois, c'est que si derrière, tu manques complètement de cohérence dans la façon dont tu es, sur la relation que tu as créée avec lui, si d'un coup, cette relation, elle devient complètement incohérente parce que tu as perdu le fil, etc., ça va être quand même compliqué de le garder. Et puis après, derrière, tu as toutes les tactiques marketing de fidélisation que tu connais bien mieux que moi, sur comment tu fais pour réactiver, pour garder une relation forte et montrer de la considération. Je pense que c'est ça, tu vois, c'est hyper important. Ouais, carrément, et ça me fait tout de suite, quand tu parlais, ça me faisait penser à typiquement si tu es une marque de sport et que tes clients, tu les fais attendre à la caisse et que c'est pas rapide. Du coup, là, ça fait chier. Parce que du coup, c'est pas cohérent. Donc, comme Decathlon, par exemple, c'est ultra rapide et du coup, sans te rendre compte, en fait, tu es dans une cohérence, même jusque dans l'expérience client, même jusque quand tu veux retourner tes produits, c'est aussi assez efficace, rapide. Et c'est du branding. C'est du branding parce que c'est la relation, encore une fois, entre la marque et son client et le consommateur. Tout ça, c'est du branding. C'est vrai qu'on n'y pense pas de prime abord, mais c'est hyper intéressant. Et donc, je pense qu'on a bien compris que le branding, c'était pas juste refaire son logo. Ça, je pense que c'est clair maintenant. Mais quand même, la partie design, ça reste important dans la stratégie de branding. Toi, justement, comment tu définirais un peu toutes les étapes niveau design pour retranscrire du coup ta marque dans ton packaging, tes visuels c'est quoi un petit peu les tips là-dessus ? Nous, on a de toute manière, je peux te parler de notre méthodologie. On met déjà de la stratégie à ce niveau-là. Ce qui est hyper important pour nous, c'est de définir au départ des piliers, c'est-à-dire des piliers stratégiques. C'est-à-dire, OK, une fois qu'on a fait ce travail en amont, donc la plateforme de marque, nous on préfère appeler récit ou brand story, tu vois, c'est plutôt une histoire qu'on va raconter, parce qu'à la sortie, tu vas en faire un storytelling ou tu vas écrire un manifeste autour de tout ça pour que ce soit mis en forme de manière un peu sympa. Et une fois qu'on a ça, on se dit, OK, le job sur l'identité visuelle, c'est que ça réponde, que ça permette, encore une fois, dans la perception et dans le ressenti, qu'on ait bien les bons ingrédients. Et donc, pour ça, on va définir un cadre stratégique, donc des piliers, autour, justement, de la perception et du sentiment. Donc, qu'est-ce qu'on a envie que la personne perçoive de la marque et qu'est-ce qu'on a envie qu'elle ressente au contact de cette marque-là. Et donc, ça, c'est ce qui va nous permettre de constituer le brief créatif et de travailler correctement derrière à l'élaboration des différents éléments qui constituent l'identité visuelle et verbale de la marque. Donc, sur l'identité visuelle, encore une fois, logo, typographie, couleur, tous les assets de marque qu'on va développer, encore une fois, en fonction de son ADN. Donc, on va faire des choix aussi de se dire, OK, on a envie de transmettre telle chose, telle émotion, telle valeur. Est-ce qu'on doit le faire par l'illustration ? Est-ce qu'on arrivera mieux à le faire par la photo ? Voilà, c'est là où il y a un peu de tactique aussi, forcément, à te dire quelle est la meilleure façon de le faire. Le logo, c'est un truc qui a été vachement négligé ces 10-15 dernières années.
enfin, de toute manière, il y a des gens qui en parlent mieux que moi. Hein, je pense à Thierry Brinfo, par exemple, de Base Design, qui a fait énormément de conférences là-dessus, sur un truc qu'il a même nommé le blending. Tu vois, c'est cette idée qu'aujourd'hui, on a la majorité des marques se ressemblent, en fait, et elles ne cherchent pas forcément à se différencier. Ça, pour nous, designers, c'est triste, en fait, de voir des marques émerger avec des logos qui sont simplement un choix de typo. Et donc, finalement, tu vas avoir 50 marques dans la cosmétique qui utilisent les mêmes codes, la même typo, les mêmes couleurs, les mêmes trucs, alors qu'ils ont un fond, un ADN qui est complètement différent, avec des valeurs différentes, etc. Ouais. Donc, c'est que, ouais, à un moment donné, il y a eu un raté dans comment je retranscris ça visuellement. Et encore une fois, tout à l'heure, je te disais, l'erreur qui est souvent faite, c'est cette erreur de mettre la tactique avant de considérer sa propre stratégie. Et en fait, c'est de par la tactique, tu vas te dire, ah bah ouais, je veux ressembler à Respire, je veux ressembler à Unbottled, je veux ressembler à Typologie, qui ressort beaucoup. Et ouais, c'est le piège. Clairement, c'est le piège, parce qu'en fait, tu vas faire des choses sans y mettre de cohérence, d'authenticité, et c'est dommage. En fait, la question, ça devrait pas être en fait, j'ai envie de ressembler à Unbottled ou Respire, c'est plutôt comment je fais pour avoir le même impact en fait, sur mes utilisateurs, sur mes prospects, sur mes clients que ces marques-là. Mais en le faisant à ma manière, c'est un peu ça, j'imagine. Ouais, et encore une fois, quand tu entends parler, le fondateur de Typologie, par exemple, quand tu l'entends parler, tu comprends pourquoi la marque ressemble à ça. Alors, c'est pas évident, parce que c'est une marque qui est très, très minimaliste, avec des codes très épurés, etc. Mais en fait, quand tu l'écoutes parler et tu l'écoutes comment il a imaginé concevoir ses produits, enfin, tu vois, quelle était sa promesse autour de ses produits, le fait de constituer des produits cosmétiques avec un minimum d'ingrédients, etc. En fait, tu le retrouves naturellement dans l'image de marque. Et puis, tu retrouves sa culture aussi. C'est un gars qui est passionné de design, d'architecture. Donc, quand tu vois l'image de Typologie, tu dis, OK, ouais, c'est fidèle à ce qu'il est, à ce qu'il a envie de porter. Et en fait, du coup, ça l'aide, lui, à déjà, d'une part, à transmettre ça à ses équipes, parce que ça, on en a un peu parlé, mais c'est aussi ça, ce sujet-là, hein, c'est que tu vas le travailler. Alors, tu peux impliquer toutes les équipes, enfin, une grosse partie de l'équipe, dans un sujet de branding. Ça peut être intéressant, mais aussi compliqué, parce que du coup, les voix se confondent, etc. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet de dire, OK, ce travail-là qu'on va mener, derrière, il va te servir non seulement, bien entendu, à t'adresser mieux à la bonne cible, avec, encore une fois, les bons messages, etc. Mais ça va aussi t'aider à deux choses hyper importantes. C'est t'assurer que tes équipes, tes collaborateurs, tes collaboratrices perçoivent bien quels sont les enjeux stratégiques de la marque, ce que tu as envie de porter, et comment ils vont devoir travailler, eux, sur leurs différents sujets, à porter cette voie-là. Et puis derrière, à attirer des talents aussi. Parce que quand tu as une marque cohérente, on n'a pas parlé, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça te permet aussi de développer une marque employeur qui est cohérente, qui résonne, qui rayonne, etc. Ouais, carrément. Ok. Et je me posais un peu une question, je pense, qui est un peu tricky. Tu as commencé un petit peu à y répondre, mais c'est concrètement comment une fois que tu as fait ton rebranding, tu mesures est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Ça, c'est un peu la grande question. Ouais, de prime abord, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est sur du temps long, donc tu vas mesurer plutôt dans le temps l'impact que ça a eu sur tes consommateurs, sur ton audience, est-ce qu'ils ont bien compris. Après, il y a des façons quand même de le faire de manière plus rapide, avec des études, tout simplement. Il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans, qui font des études conso, qui vont appeler tes consos, leur poser des questions, etc. Alors, tu peux le faire en échange de dotations, etc. Mais, donc, tu as des façons quand même de le mesurer assez rapidement en soi, tu vois, tu peux faire des études de notoriété pour savoir si sur des sujets de noto, sur des études de perception, donc il y a plein d'études. Après, ça coûte assez cher. Tu vois, la petite DNVB qui démarre, même qui a une belle croissance et tout, elle n'a pas les moyens de se payer une étude comme ça, parce que c'est un travail quand même de grande ampleur, quoi. Ouais. Ça coûte combien, par exemple, une étude J'ai pas les prix exacts, mais je pense que tu as du mal à faire quelque chose de sérieux en dessous de 10-15K, quoi. Donc, c'est pour aller juste mesurer. Déjà, le branding pour une marque, je sais pas, si on rentre dans les chiffres, tu vois, un projet de branding pour une marque qui fait entre 500K et 3 millions de chiffre d'affaires,
qui, je pense, est un peu la grosse majorité des marques des DNVB notamment. Un projet de branding, c'est déjà un gros investissement. Tu dois lâcher un paquet de trésor quand même pour te lancer dans ce projet-là, sachant que derrière, tu sais que ça va avoir un impact sur ton image globale. Donc, généralement, derrière, tu as une refonte de site, tu as une nouvelle ligne édito sur ton social media, potentiellement une nouvelle dimension de DA photo, vidéo, etc. Donc, c'est quand même un investissement très, très lourd. Ouais, c'est clair. Mais ce serait intéressant. Aujourd'hui, ces études conso ou les études, nous, on a des partenaires qui font ça. Et on voit que ils adressent une cible qui est plutôt du grand compte, qui est en tout cas sur la marque produit GMS, etc. Ce serait intéressant qu'il y ait des acteurs un peu plus accessibles, je pense, qui arrivent sur le marché. Ouais. Et c'est vrai qu'après, on voit que ce marché est pas mal bousculé avec des DNVB comme Unbottled, par exemple. Et aujourd'hui, ceux qui font le taf sur ces sujets-là, je pense que c'est plutôt des data analysts qui analysent, qui mesurent ton acquisition, ton SEO, etc. Et ça passe plutôt par là, quoi. C'est des sujets que je maîtrise un peu moins, encore une fois, qui sont très tactiques. Donc, non, mais c'est toujours intéressant pour les marques de voir un petit peu combien ça peut leur coûter de revoir tout leur branding, tous les impacts que ça peut avoir. Comment ça peut coûter aussi de mesurer l'impact une fois que le branding a été effectif, même s'il faut quand même attendre un minimum de temps entre les deux pour que ça puisse s'imprégner dans l'esprit des uns et des autres. Écoute, très cool, je pense qu'on a fait un bon tour. Ce qui peut être intéressant peut-être pour finir, c'est ce que je demande souvent, c'est pour une... J'aime bien différencier un peu d'un côté des marques qui se lancent et d'un autre côté des marques qui sont déjà un peu établies et tu vois, qui veulent justement revenir à une dimension un peu plus pure player ou en tout cas digitale. Pour chacune de ces catégories, ce serait quoi tes conseils en synthèse, un peu en mode bullet point pour une marque qui veut revoir son branding? Donc, premièrement, pour une marque qui se lance en 2024, si elle veut revoir son branding, c'est quoi les questions à se poser, peut-être pour savoir si c'est le bon moment de le faire? Et puis de la même manière, pour une marque plus établie, d'avoir ton point de vue. Pour une marque qui se lance, mon conseil, c'est de le faire. Tu vas te simplifier la vie, mais à un point, tu vois, encore une fois, sur ce truc de ne pas avoir de doute sur les actions que tu mènes, d'être un peu drivé par quelque chose. Alors bien sûr, nous c'est important quand on bosse sur un branding, il faut qu'il y ait une adhésion totale des fondateurs ou des fondatrices, parce que derrière, ça ne marche pas sinon. Donc là aussi, on demande beaucoup d'authenticité, de cohérence, de dire, OK, il faut qu'il y ait vraiment une adhésion, une excitation autour du fait de porter cette stratégie-là. C'est hyper important. Donc quand tu montes ta marque, c'est jamais trop tôt pour s'en occuper. Même si tu le fais peut-être de manière un peu légère au départ, parce que tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas le recul, tu lances un produit, tu n'as même peut-être pas ton product market fit, tu vois, tu sais même pas si ton produit va fitter avec tel... Mais le faire, c'est jamais perdu. Et donc, tu peux faire ce qu'on appelle des fois un MVB, tu vois, un minimum viable branding, tu vois, un petit truc au départ. Mais déjà, d'avoir une base, une stratégique, travaille pas juste ton identité visuelle, fais pas juste des beaux packaging, attache-toi un peu à comprendre quel est le fond de ton projet, ta cible, comment tu vas encore une fois créer une connexion avec elle pour pouvoir déjà produire dès le départ quelque chose qui soit intéressant et cohérent et qui va capter un peu l'attention. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, ça devient vraiment indispensable de faire ça, parce que si tu veux émerger dans ton marché, quel qu'il soit, sur le digital, tout est tellement saturé qu'il faut arriver tout de suite avec quelque chose d'unique et de différent. Donc pour une marque qui se lance, c'est ça. Et pour une marque qui est plus établie, le rebranding, c'est toujours un sujet, parce que justement, généralement, on a démarré avec quelque chose ou un peu bricolé, ou parce qu'on a un pote qui a un petit studio qui est freelance ou machin, qui nous a fait une identité visuelle, quelque chose sur lequel on ne s'est pas forcément attaché au fond. Et puis encore une fois, il y a des apprentissages sur les premières années du développement de la marque. Et donc il y a forcément un moment où le rebranding devient un sujet. Et dans la plupart des cas, en fait, je pense que les dirigeants le ressentent. Ils sentent bien qu'il y a un truc quelque part, tu vois, ils ont des difficultés sur, il y a des pain points qui se font ressentir sur certains points de contact où ils n'arrivent pas à craquer le truc, ils comprennent pas pourquoi, je sais pas, ils ont un coût d'acquisition qui est complètement déconnant, ou ils n'arrivent pas à un taux de conversion qui est pas bon, donc voilà, ou leur cible qui se rajeunit pas, ou ou alors
des sujets un peu plus design, où ils savent plus trop est-ce que j'ai la bonne image, est-ce que ça me plaît vraiment. Donc voilà, c'est souvent un ressenti. Ouais. Et après, il y a des dirigeants qui ont une culture de ça et qui arrivent tout de suite à se dire oui, il faut que je l'active. Et puis d'autres qui ont plus de mal parce que, encore une fois, des doutes. Donc, voilà. Mais je pense que de toute manière, tu as des indicateurs, hein, clairement, et encore une fois, qui peuvent venir autant de la data que de problématiques de communication ou de choses comme ça. Donc, tu as des indicateurs qui sont des petits warnings qui te disent bah, tiens, là, tu n'arrives pas à toucher ta cible correctement, ou en tout cas, quand tu la touches, ça te coûte hyper cher et c'est pas normal. Ou bah, tu dois pas avoir les bons messages, ou tu dois pas. Donc voilà, c'est ces warnings-là, généralement, qui te déclenchent le truc de se dire il y a un besoin. Et puis après, tu as d'autres sujets qui peuvent déclencher un besoin, une croissance forte, avec aussi le besoin de staffer. Et donc là aussi, tu vois, le besoin de pouvoir onboarder correctement tes équipes, etc. Avec, encore une fois, la bonne stratégie, les bons messages pour t'assurer que ce qu'ils vont faire derrière, c'est cohérent, efficient, etc. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, un sujet qu'on voit de plus en plus parce que on sort de la période Covid et qu'il y a beaucoup, encore une fois, d'acteurs sur le marché, et notamment surtout sur les pure players, c'est l'internationalisation. Ouais. Là, il y a un vrai sujet. Ouais. Rien que ton nom, déjà... ça peut remettre en question énormément de choses. Ouais. Ça peut remettre en question ton nom, ça peut remettre en question ton image. Tu vois, dans la cosmétique, par exemple, aujourd'hui, adresser... Le marché américain est quand même assez similaire au nôtre, avec des codes différents, hein, bien sûr, commerciaux. Mais adresser le marché asiatique, par exemple, pour une marque française, il y a un vrai sujet de branding. Dans le sens inverse aussi, d'ailleurs. Mais il y a un vrai sujet de branding. Et donc là où tu peux avoir... pas une double stratégie, mais tu peux avoir besoin de refondre un certain nombre de choses pour adresser ce marché-là, par exemple. Ouais. C'est qu'on entend souvent, il faut tout de suite penser international, ta marque et tout. Après, ce que je me dis, c'est que d'un côté, si tu fais ça dès le départ, tu vas pas forcément parler du coup à ceux à qui tu vends les premiers jours. Il vaut peut-être mieux du coup faire un truc vraiment 100% ce que tu es, ce que tu penses, à qui tu t'adresses, quitte à refondre quand tu veux passer à la next step ou créer des filiales qui ont des brandings pas totalement différents, mais des noms différents, des choses comme ça. C'est très complexe de l'internationalisation. De toute manière, on le voit, les marques françaises qui marchent à l'international, c'est celles qui bénéficient d'une culture et d'une réputation. C'est le luxe, en fait. Le principal secteur des marques qui fonctionnent à l'international, enfin le luxe ou l'industrie. Mais bon, sur des marques, là, on parle un peu plus de marques sexy, etc. Donc, on peut parler un peu plus du luxe. Le luxe bénéficie de la culture française, d'une crédibilité, d'une histoire, etc. Et donc, eux ont beaucoup moins de mal à aller toucher l'international. Ouais. Là, ça va être intéressant de voir des marques françaises sur de la cosmétique, donc des NVM notamment, qui vont commencer à adresser le marché international. Et ça va être intéressant de voir si ça prend, si ça marche concrètement ou pas. Tu vois, encore une fois, aller adresser. On ne se rend pas compte, en fait, nous, de la France, si on ne va pas aux États-Unis, par exemple, et qu'on ne s'immisce pas. En fait, toutes les marques, alors déjà il y a énormément de copycats, il y a énormément de marques françaises qui sont nées d'inspiration américaine, et on se rend pas compte qu'en fait nous on est dans notre truc, on regarde notre truc et tout, donc on a notre écosystème de marques cosmétiques, mode, textile, basket, machin. En fait aux États-Unis ils ont la même chose. Ouais. Donc toi tu arrives dans ce marché-là qui est déjà ultra saturé comme il est en France. Comment tu te fais une place au milieu de tout ça, tu vois, qu'est-ce qui fait, encore une fois, que tu es différent, que c'est intéressant, surtout qu'après, tu as des sujets, bien entendu, de marge, parce que les coûts de transport, etc., les co-responsabilités et tout. Mais ouais, donc l'internationalisation, c'est un truc qui remet en question beaucoup de choses, qui est hyper intéressant. Et ça, moi, mon conseil, c'est de dire, attention, il ne faut pas essayer d'y aller trop tôt. Faut un peu de... En tout cas, on le voit, nous, côté marque, il faut un peu de bouteille pour être prêt à y aller. Ouais, c'est clair. Et puis un peu de cash aussi. Il y a du cash, bien entendu. C'est sûr. Ok. Bon, cool, on va suivre tout ça avec attention. Et puis pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver et c'est quoi un peu tes actus en ce moment, si tu en as à nous partager? On n'est pas très très visible, mais bon, sur LinkedIn, en tout cas, toutes les personnes qui veulent me contacter, c'est avec grand plaisir. Et puis les actus, il y a des choses qui arrivent intéressantes. On va essayer de continuer à faire ce qu'on fait et le faire du mieux possible. Et puis, développer un certain nombre de choses qui arriveront bientôt.
Trop bien. Bah, hâte d'avoir ça là, après ce teasing là. Et puis, bah écoute, trop cool. Un grand merci d'être passé. C'était top. J'ai appris plein de trucs. Merci à Et toi. donc, bah voilà, si Très vous sympa. nous écoutez et que vous êtes une marque qui veulent revoir votre branding ou en tout cas comprendre un peu toutes ces dynamiques-là, n'hésitez pas à contacter Sébastien Avec sur plaisir. LinkedIn. Merci. Merci, ciao. Salut.